Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier webinaire sur le don de plasma par l'Établissement français du sang, Centre Pays de la Loire. Donc, je vois que les participants sont en train de se connecter et de rejoindre le webinaire. Donc, déjà, pour ceux qui sont présents, merci de votre intérêt pour nos sujets. On va attendre une petite minute que les inscrits puissent rejoindre le webinaire. Donc, en attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais vous faire un petit point sur le déroulé et le fonctionnement de ce webinaire. Donc, on a 4 intervenants qui vont réaliser une présentation aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat si vous le souhaitez, donc directement. On va y répondre au mieux, du coup, tout au long du webinaire. Et on prendra un petit peu de temps à la fin de ce webinaire pour traiter un petit peu plus en détail certaines questions qui le nécessitent. Concernant les modalités pratiques, donc compte tenu des paramètres de ce webinaire ainsi que du nombre de participants inscrits, il n'est pas possible pour vous de prendre la parole ni de lever la main. Néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on répondra à quelques-unes de vos questions à la fin du webinaire. Pour votre information, donc ce webinaire est enregistré. Il y a un replay qui sera disponible à la fin du webinaire. Donc, on l'enregistrera et on le mettra à disposition sur YouTube, ce qui vous permettra, si vous avez apprécié le webinaire, de le partager autour de vous. J'espère que le son est correct pour tout le monde, que vous nous entendez bien. Je crois qu'on est maintenant assez nombreux pour démarrer. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir ce tout premier webinaire. Donc, au niveau du déroulé, donc aujourd'hui, on va vous parler du plasma. Donc, qu'est-ce que le plasma? À quoi il sert? On aura aussi une partie où on vous expliquera donc pourquoi les besoins en plasma sont croissants. Qui sont les personnes qui en bénéficient? On aura d'ailleurs le témoignage de Christine, qui est une patiente qui reçoit actuellement des médicaments dérivés du sang. On vous parlera du don de plasma concrètement, donc comment ça se passe, qui peut donner, où est-ce qu'on peut donner. On aura le témoignage d'Aurélie, qui est une donneuse de plasma régulière et qui nous racontera son expérience. Et puis, à la fin de ce webinaire, on en profitera pour traiter quelques questions et vous apporter des réponses. Donc, pour la première partie, pour vous parler en fait, du plasma et du besoin vital que cela représente pour les patients, pour nous expliquer tout ça, on a le directeur de l'EFS Centre Pays de la Loire qui est présent, donc le docteur Frédéric Biget. Donc, Monsieur Biget, je vous laisse la parole. Merci Chanel, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ok. Bien. Alors, bienvenue dans ce séminaire. Donc, nous allons commencer par quelques présentations, quelques généralités sur le plasma. Alors, le plasma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la partie liquide du sang. On voit à droite dans le cercle une poche de sang. C'est une poche de sang totale qui a été centrifugée. Donc, les éléments les plus lourds vont au fond. Ce sont les globules rouges qui vont être recueillis. On le verra pour la transfusion. Au-dessus, nous avons cette partie jaune un peu translucide qui est le plasma lui-même. Et entre les deux, on distingue une petite couche blanchâtre qui contient les globules blancs ainsi que les plaquettes. Alors, la suivante. Le plasma en lui-même, finalement, c'est essentiellement de l'eau, 90% d'eau, mais dedans se retrouvent des minéraux, sodium, potassium, calcium, etc. Un certain nombre de substances nutritives comme les vitamines, des sucres et des graisses, et puis enfin des protéines qui sont essentiellement produites par le foie ou par les globules blancs, et ce sont ces dernières qui vont nous intéresser, nous allons le voir. Alors, ce plasma, comment est-ce qu'on l'obtient? Alors d'abord, il y a, vous avez vu tout à l'heure la poche centrifugée, eh bien c'est un don de sang total, celui qu'on connaît le mieux. On prélève environ un peu moins d'un demi-litre de sang, selon la morphologie des donneurs, hein, on s'adapte, et puis on va centrifuger ce sang dans la poche le lendemain pour obtenir des globules rouges, donc un sang concentré de globules rouges qui va avoir des indications en transfusion précises, des plaquettes qui aussi auront d'autres indications, et puis enfin une poche de plasma d'environ 250 millilitres
Ce plasma obtenu à partir du sang total représente à peu près les 2/3 du plasma dont on dispose en France, 60%, 65%, vous le voyez s'afficher. Deuxième méthode pour obtenir du plasma, c'est ce qu'on appelle la plasmaphérèse. C'est une technique qui recourt à un automate, donc une machine qui fait le tri du plasma pendant le don. Le donneur est installé, relié avec un kit évidemment stérile, clos et à usage unique, qui permet le recueil de la partie liquide, donc du plasma, et la restitution des cellules, c'est-à-dire les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs, pendant le don. Alors, ce don dure un petit peu plus longtemps, mais il permet de recueillir plus de plasma, 750 millilitres, donc 3 fois plus de plasma qu'à partir du don de sang, parce qu'on ne prend que la partie liquide. Et cette source de plasma représente aujourd'hui à peu près 1/3 du plasma collecté en France. Alors, une fois qu'on a recueilli ce plasma, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, 10% à peu près de ce plasma, donc vraiment la plus petite partie, est utilisée en tant que produit transfusionnel. Après avoir été conservé sous forme congelée, on va pouvoir le transfuser directement dans des indications très précises, comme on le fait avec les concentrés de globules rouges ou les plaquettes. L'autre utilisation, eh bien, c'est essentiellement à 90%. La production de médicaments, on les appelle les médicaments dérivés du sang ou les MDS. Ces médicaments, donc, ce sont les protéines qui sont dans le plasma et qui sont extraites par une technique de fractionnement pour traiter de multiples pathologies. Sous forme donc de médicaments injectables. Alors pour cela, l'EFS adresse le plasma collecté, donc 90% du plasma collecté à l'EFS va à un organisme qui appartient à l'État qui s'appelle le Laboratoire du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, et qui est en charge de la production des médicaments dérivés du sang à partir du plasma prélevé chez les donneurs bénévoles par l'EFS. Et ensuite, les médicaments obtenus sont acquis par les hôpitaux pour être administrés aux patients pour lesquels les indications nécessitent l'administration de ce type de produit. Ça fait à peu près 500 000 patients tous les ans soignés en France avec les produits issus du plasma. Un petit temps de latence, voilà. Alors, donc, quels sont ces médicaments? Eh bien, ils sont de 3 types essentiellement, donc l'albumine, les facteurs de coagulation et les immunoglobulines. L'albumine, eh bien, elle est produite par le foie et c'est la plus abondante des protéines contenues dans le plasma. Elle aide à maintenir le volume sanguin. Elle transporte aussi un certain nombre de molécules et elle permet en particulier d'acheminer les médicaments vers les sites de consommation dans l'organisme. Les facteurs de coagulation, eh bien, ils stoppent les saignements et essentiellement indiqués dans le cadre des hémophilies. Et puis, les immunoglobulines, eh bien, ce sont elles qui vont nous intéresser ce soir. Elles représentent 20% des protéines du plasma. Elles permettent à la fois de se défendre contre un certain nombre d'infections, mais elles ont aussi un rôle régulateur de l'immunité important. Et ce sont ces immunoglobulines dont les besoins augmentent depuis déjà de nombreuses années, continuent d'augmenter aujourd'hui partout dans le monde. Alors, les pathologies qui sont soignées avec ces différentes protéines, eh bien, ce sont un certain nombre de maladies rares, certaines maladies orphelines ou des maladies chroniques, par exemple des déficits immunitaires qui peuvent être génétiques ou secondaires à d'autres pathologies, des troubles de la coagulation comme l'hémophilie, on en a parlé, on l'a cité, et puis des maladies dysimmunitaires comme des maladies auto-immunes par exemple. En soins critiques, en traumatologie, réanimation, dans le cadre d'hémorragie sévère aussi, on a besoin d'un certain nombre de ces produits. Et puis, on a également des immunoglobulines spécifiques qui ciblent des infections particulières comme le tétanos, l'hépatite B, la rage, varicelle zona, entre autres. Alors, tout cela fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus de pathologies qui nécessitent des traitements avec les immunoglobulines et de plus en plus de pays dans le monde qui ont recours à ce type de traitement. Ici, vous avez sur ce graphe l'évolution de la demande en plasma pour produire ces médicaments au cours des 15 dernières années.
la ligne du dessus en gris, eh bien, c'est l'évolution du total des besoins en plasma dans le monde, où l'on voit qu'il y a eu un creux en 2020. Ça, c'est la crise du Covid qui a ralenti la possibilité de prélever ce plasma, bien que les besoins aient continué d'augmenter. Et donc, ce total de plasma sur la ligne grise, il se décompose en deux parties. La partie en bas, la ligne rouge, c'est le plasma obtenu à partir du sang total dont je parlais tout à l'heure, donc 250 millilitres par poche. Le don de sang total n'augmente pas parce que le don de sang total, les besoins sont dictés par la nécessité de produire des globules rouges. Or, les besoins en concentré de globules rouges n'augmentent pas. Donc, cette part de plasma qui est minoritaire dans le monde, eh bien, elle est stable depuis 15 ans. En revanche, c'est le plasma provenant des dons de plasma en aphérèse qui augmente année après année. On le voit, c'est cette courbe orange qui, effectivement, permet de faire croître la fourniture de plasma. La suivante. Alors, ici, d'où provient le plasma prélevé dans le monde? Eh bien, on voit que les 2/3 du plasma proviennent d'Amérique du Nord, des USA. En Europe, on voit, c'est la petite part de camembert bleu, 12% seulement du plasma mondial est prélevé en Europe. Or, la consommation est bien plus importante que ces 12% en Europe. Il se trouve que le plasma prélevé aux États-Unis, eh bien, est prélevé chez des personnes qui vendent leur plasma entre 40 et 100 euros le don, et qui sont souvent dans des situations de précarité qui font qu'ils vivent de cette vente de plasma avec des fréquences de dons qui peuvent être jusqu'à 2 fois par semaine, alors qu'en France, il faut par exemple 2 semaines d'intervalle entre 2 dons. Eh bien, c'est une situation dont on ne peut pas se satisfaire parce qu'effectivement, c'est une forme d'exploitation de la misère humaine qui est tout à fait à l'encontre de l'éthique du don que l'on poursuit aujourd'hui en Europe. Néanmoins, comme cet approvisionnement en plasma dans le monde dépend des États-Unis, il y a une nécessité pour nous de réagir face à cette situation. Et sur la diapositive suivante, nous voyons cette fois-ci en Europe l'écart qu'il y a entre les besoins en plasma. Les besoins en plasma, c'est les barres oranges depuis 2010, et les barres violettes, c'est la collecte réalisée de plasma en Europe. On voit que, après une situation où l'Europe arrivait à subvenir à ses besoins en plasma, ce n'est plus le cas depuis maintenant 2013, et l'écart se creuse. On voit l'augmentation quasiment continue, sauf après la crise Covid, des besoins en plasma en Europe, et on voit une augmentation en violet plus modérée de la collecte de plasma, avec un écart qui fait que maintenant, ce sont les chiffres en rouge en bas, on voit qu'en 2024, il manque en Europe 3 500 000 litres de plasma pour réussir à subvenir aux besoins des patients européens. Et la différence est importée des États-Unis, donc à partir de prélèvements rémunérés, comme on vient de le dire juste avant. Donc on peut passer à la suivante, où eh bien voilà finalement ce qui est nécessaire de faire maintenant, et en Europe, mais en particulier en France, où 65% du plasma nécessaire pour la production de médicaments pour les besoins des patients français provient des États-Unis, et chacun comprend aujourd'hui que c'est une situation que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Donc, il y a lieu de produire suffisamment de médicaments dérivés du sang pour les patients, et pour cela, il faut d'une part prélever, bien sûr, davantage de plasma. Ça veut dire convaincre des nouveaux donneurs de rejoindre les donneurs de plasma, et puis inciter les donneurs de plasma à augmenter un peu leur fréquence de dons. Aujourd'hui, la moyenne des dons par donneur de plasma, elle est un peu plus de 2 par an. Il faudrait que nous allions entre 3 et 4 pour faire face à la situation. Et puis, l'autre axe, eh bien, c'est de maintenir l'éthique qui est à l'œuvre pour le don en général en France et dans la plupart des pays d'Europe. Le don de sang, le don de plasma, eh bien, c'est le modèle du don non rémunéré pour protéger à la fois les donneurs et les receveurs, et également pour soutenir
la souveraineté sanitaire en France. Alors, quelques chiffres pour terminer mon intervention dans la dia suivante. Donc, nous avons un plan plasma, un plan qui s'appelle l'ambition plasma, qui fait l'objet d'un soutien par l'État français et qui associe donc l'EFS, notre organisation, avec le LFB pour pouvoir relever ce défi de l'indépendance stratégique en plasma vis-à-vis des États-Unis. Et cette ambition plasma nous mène à tripler le nombre de plasmaphéreses, donc de dons de plasma, à l'horizon 2028. C'est considérable. Il faut passer d'un niveau de 350 000 dons de plasma annuels, ce qui était le cas l'an dernier, à plus d'1 million en 2028. Ça veut dire passer de 830 000 litres de plasma à presque 1,5 million de litres par an à l'horizon 2028, et donc faire plus que doubler le nombre de donneurs de plasma à cet horizon-là. Pour ce qui concerne la région Centre et Pays de la Loire, eh bien, nous pouvons résumer cela en 3 objectifs principaux. D'abord, convaincre 5 000 nouvelles personnes de devenir donneuses et donneurs de plasma en 2025. Ça, c'est les objectifs de l'année en cours. 5 000 nouveaux donneurs. Inciter les donneurs de plasma à donner au minimum 3 fois par an. Et enfin, prélever 41 000 dons de plasma en 2025. Et donc ça, c'est ce que nous avons commencé à faire. Nous sommes sur cette trajectoire et Catherine Chancerelle va vous expliquer maintenant comment tout cela se passe après un témoignage qui va vous être présenté à l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Biget, pour votre intervention. Ça me permet de mieux comprendre ce qu'est le plasma, à quoi il sert, et puis également quels sont les besoins aujourd'hui dans le monde et en Europe. Effectivement, comme vous le disiez, on va passer du coup au témoignage. Donc, on accueille aujourd'hui Christine, qui reçoit depuis plusieurs années des médicaments dérivés du sang. Et elle va nous raconter son histoire, l'importance du don de plasma dans sa vie. Du coup, Christine, je vous laisse Oui, la parole. entendu. Écoutez, bonjour à tous. Voilà, donc je suis une personne atteinte d'une maladie neuromusculaire, neurodégénérative. Elle est rare, cette maladie. Elle est chronique et elle est surtout très invalidante. Voilà. Alors, comme beaucoup de maladies rares, on a peu ou pas de traitement. Moi, j'ai la chance d'avoir une pathologie, entre guillemets, pour laquelle il y a un traitement et un traitement très efficace. Quand on m'a diagnostiquée en 2019, en fait, on a très, très vite mis en place un traitement à base de perfusion d'immunoglobulines. Parce qu'en fait, ma maladie, elle est auto-immune. J'ai des anticorps qui se retournent contre mon système nerveux périphérique. Ce sont toutes les petites fibres qui partent de la colonne vertébrale et qui alimentent les muscles, les organes. Et en fait, cette maladie, elle a comme particularité d'enlever, de créer des lésions sur la gaine qui entoure les nerfs. C'est une gaine dite de myéline. En fait, imaginez-vous un fil électrique où il y a effectivement moins de gaines plastiques et puis ça peut créer des courts-circuits. Donc cette maladie, petit à petit, en fait, elle crée des dysfonctionnements alors sensitifs, puisque moi j'avais perdu complètement au moment du diagnostic, j'avais plus aucune sensation entre le genou et mes orteils. Et en fait, c'est des troubles de l'équilibre, on marche de moins en moins et quand au moment du diagnostic, j'étais arrivée à être totalement dépendante, voilà. Donc cette maladie auto-immune, elle répond très, très bien aux immunoglobulines puisqu'on injecte ces immunoglobulines qui sont, comme on vous l'a dit, des protéines et en fait, ce sont des anticorps ensuite qui vont aller contrer les anticorps qui sont, les agresseurs, si on peut dire et en fait, ça permet aussi de refaire partiellement la gaine de myéline. Donc progressivement, je me suis remise sur mes jambes. Alors il a fallu beaucoup de réadaptation physique, on passe pas du fauteuil à voilà. Aujourd'hui, j'ai une vie hyper qualitative grâce aux protéines issues du plasma, grâce aux immunoglobulines. Aujourd'hui, je marche, je vis quasiment normalement. Ma maladie est plutôt stable, sauf parfois
Et c'est un sujet, on vous a dit que les besoins étaient énormes, hein, avec ces maladies auto-immunes qui ont quand même tendance à flamber, sauf parfois lorsqu'il y a des tensions d'approvisionnement. Et ça rejoint ce que vous disait le docteur précédemment. En fait, on est très dépendant de d'autres pays et notamment des États-Unis. Mes immunoglobulines ne sont pas françaises ni européennes. Et parfois, il y a des problèmes de tension d'approvisionnement. Un exemple, en 2021, il y a eu des tensions, on a espacé mon traitement et j'ai des lésions qui sont arrivées au niveau des mains. Donc aujourd'hui, j'ai une perte de sensibilité au bout de mes doigts que je n'avais pas avant. Et donc, quand on a remis la bonne dose qu'il me fallait, petit à petit, j'ai récupéré un peu, mais je n'ai pas tout récupéré parce qu'en fait, même si les immunoglobulines sont assez magiques, elles peuvent malheureusement pas réparer toutes les lésions neurologiques. Voilà. Donc, début 2024, aussi à nouveau une pénurie. En fait, des tensions. Donc, moi, pour être bien et que ma maladie soit stable, il faut que je puisse m'injecter toutes les semaines 30 grammes d'immunoglobulines par perfusion sous-cutanée. Et ce qui va représenter, alors je vais vous donner 2 chiffres parce que ça vous montre un petit peu. Alors, je suis une grosse consommatrice parce que j'ai une maladie qui est assez résistante, hein. Mais il me faut 1680 grammes d'immunoglobulines par an. Si on convertit en nombre de dons nécessaires à fabriquer ces 1680 grammes, il faut 585 dons annuels pour pouvoir me procurer mon traitement. Donc, vous voyez que rien que mes besoins sont déjà énormes, conséquents. Quand on sait qu'il y a à peu près 500 000 patients qui dépendent de ces immunoglobulines en France, vous voyez que les besoins sont énormes. Et donc, pour vous dire que quand on en manque de ces traitements, quand il faut modifier les traitements, c'est pas neutre. Moi, j'ai une pathologie en plus qui très vite reprend ses droits si on lève le pied, hein, si j'ai pas mon traitement. Et donc voilà, donc je peux revenir très très vite dépendante. Et puis, il y a des pays encore où ils ne bénéficient pas de ces traitements, où l'espérance de vie est nettement moins réjouissante que celle à laquelle je peux prétendre aujourd'hui. Donc, pour vous dire que le don de plasma, c'est essentiel. En plus, moi j'ai 67 ans, mais sur les mêmes formes actuellement, il y a d'ailleurs un témoignage qui est très chouette, si vous le voyez sur Internet, c'est le témoignage de Margot et de son papa Rémi. Margot a la même pathologie que moi et elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Donc, c'est quand même pas chouette à 6 ans. Alors Margot, il y a 8-9 mois, elle marchait plus. Elle était en fauteuil. Ses journées à l'école étaient assez complexes. Aujourd'hui, elle est sur ses jambes, elle galope dans la cour de récréation. Donc, et ça, grâce aux immunoglobulines. Donc, voilà, tout ce que vous allez pouvoir donner, si vous le pouvez, donnez votre plasma, ça nous aidera. Pour nous, c'est vital. Et puis, franchement, on récupère plutôt bien et on a plutôt une belle vie. Donc, merci à vous et puis merci à ceux qui donnent déjà. Merci à ceux qui donneront. Et vraiment, on compte sur vous. Puis, au passage, merci aux équipes de l'EFS. Merci Christine de nous avoir partagé votre histoire. Je pense que votre témoignage, il donne encore plus de sens à notre action. Pour tous ceux qui nous écoutent en fait ce soir, qu'on soit pas donneur, peut-être pas encore, ou déjà donneur, qu'on soit bénévole ou bien salarié de l'EFS, parce que je sais qu'il y en a de connectés. Voilà, ça donne du sens à notre action. Donc merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour donner son plasma? Qui peut donner? Où est-ce qu'on le fait? Tous les détails vont vous être donnés par Catherine Chancerelle, qui est notre responsable régionale des prélèvements pour le FS Centre Pays de la Loire. Donc, Catherine, écoute, je te transmets la parole. Oui, merci Chanel, merci à Christine pour son témoignage qui nous montre bien et qui illustre bien les besoins et pourquoi on a besoin de nouveaux donneurs de plasma et surtout des donneurs qui reviendront plusieurs fois. Je vais vous expliquer comment on donne son plasma, où on peut le donner, quand. Tout d'abord, il y a quelques conditions à respecter pour donner son plasma, qu'ils sont une limite d'âge. Hein. On peut donner son plasma entre 18 et 65 ans. Il faut peser
plus de 55 kilos. Et on a un rythme de don dans l'année que nous pouvons pour le plasma être tous les 15 jours dans la limite donc de 24 dons dans l'année. Ce qui est important, c'est effectivement de savoir que du coup, on peut alterner un don de plasma avec un don de sang total ou un autre les plaquettes, de manière à pouvoir continuer parce que les besoins sur les autres produits, on ne les oublie toujours pas, on en a aussi besoin. Mais voilà, on peut alterner. Vous pouvez, le rendez-vous, les dons de plasma se passent sur nos maisons du don. Pour lequel il faut prendre un rendez-vous. Vous avez la possibilité de vous auto-évaluer parce que les conditions de l'âge et du poids ne sont pas suffisantes pour décider si vous pouvez donner votre plasma ou pas. Il y a quelques conditions médicales qui sont aussi regardées. Et vous pouvez faire cette première évaluation sur notre site internet au moment de la prise de rendez-vous. Diapo suivante, Chanel. Oui, merci. Donc, vous pouvez prendre votre rendez-vous en faisant votre évaluation sur le site internet, mais pas que, hein, on a une application, mais aussi par téléphone. Une fois votre rendez-vous arrivé, vous allez vous présenter en maison aux maisons du don. On va vous enregistrer, donc votre carte d'identité va vous être demandée aussi. Ça nous permet d'être vigilant sur les identités aussi et de suivre le dossier d'honneur pour la sécurisation des produits. Et on va vous remettre un questionnaire avec un tas de questions sur votre état de santé, sur votre vie, qui sera le support d'un entretien avec un médecin ou un infirmier formé et habilité à l'entretien pré-don pour voir si votre état de santé permet ce don de plasma. Vous êtes éligible, on va vous accompagner en salle de prélèvement, où là vous allez être pris en charge par du personnel infirmier qui va vous installer, on va voir tout à l'heure comment, et une fois le don terminé, on va vous orienter vers une salle où vous allez pouvoir faire une petite pause avec une collation. Et l'idée est là de nous assurer pendant une vingtaine de minutes que tout se passe bien pour vous et que vous allez repartir de chez nous en forme. Donc le don, on va le voir tout à l'heure, en lui-même dure 45 minutes, mais on demande de prévoir 1h30 entre votre arrivée et votre départ, de manière à ce que les choses, vous puissiez prévoir suffisamment de temps pour ce don. Diapo suivante, Chanel, je te remercie. Donc le don proprement dit, il dure 45 minutes environ. Tout à l'heure, Monsieur Biget vous le disait, on prélève environ 750 millilitres en fonction de votre poids et de votre taille. Ce don a la particularité d'être réalisé avec ce que nous on appelle un automate. C'est une machine par laquelle on va séparer les éléments du sang. Vous le voyez donc par un système de filtration. À droite, en bas, vous avez une poche jaune où on va aller collecter le plasma. Et le système de filtration auquel vous êtes va permettre de recueillir dans un autre bol qu'on appelle les autres composants du sang que par cycle, pendant le prélèvement des 45 minutes, on va vous restituer. Il n'y a qu'une aiguille de posée, hein, donc, par cycle, le système fermé, c'est un dispositif de tubulure à usage unique. Ça, c'est important, un système fermé, donc il n'y a aucun danger.
vous allez être relié à ça et surveillé tout pendant le don par une infirmière ou un infirmier. Voilà le don, comment il va se passer. Bien évidemment, mon idée aujourd'hui est d'essayer de répondre au maximum à vos interrogations. Très souvent, je vais vous parler des plus fréquentes. Ce don peut parfois faire peur parce qu'il y a une machine, on a peur c'est un peu plus impressionnant. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que déjà, 95% de nos donneurs de plasma qui ont fait un premier don en sont revenus. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se déroule de manière très sécurisée, ça c'est sûr, avec du matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à usage unique et stérile. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous avez des équipes qui sont formées et habilitées à ce type de don qui vous accompagnent tout au long du prélèvement. La deuxième crainte qu'on peut éventuellement avoir, c'est de faire un malaise ou de ne pas se sentir très bien. Là aussi, je peux vous rassurer, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fréquent. Moins de 5% des donneurs ressentent un léger malaise, un léger vertige, et ce vertige, il est très ponctuel, il ne dure pas. Les personnels sont formés, ils sont là à surveiller. On sait identifier dès les premiers signes et faire en sorte que les choses se passent très vite. On prévoit aussi, hein, on a certaines actions qui vont être mises en place afin de prévenir ces petits malaises, notamment de bien s'hydrater avant le don, mais aussi pendant le don. Ça, c'est important. On va vous demander de faire des petits mouvements avec vos pieds de manière à faciliter la circulation. Et là aussi, le personnel est toujours présent pour vous rassurer, pour vous expliquer et répondre à vos questions à tout moment. On a parlé du temps, la durée du prélèvement, 1h30, c'est 45 minutes sur le fauteuil de prélèvement. Ça peut paraître long et en même temps, on peut se dire que ça peut être un temps pour soi aussi, où de toute façon, on va se poser. Et puis, certes, vous avez un bras où vous allez avoir une aiguille ou qu'il va falloir faire le moins de mouvements possible, mais de l'autre, vous allez pouvoir tout à fait lire, écouter de la musique, vous pouvez regarder votre smartphone, les réseaux sociaux, vous pouvez travailler en répondant à vos mails si vous avez un ordinateur portable. Enfin voilà, les conditions dans lesquelles ce prélèvement se passe sont réunies pour essayer que ce moment qui peut paraître long peut être un moment agréable. La peur de la douleur, là aussi, on peut très facilement lever cette crainte parce que il n'y a pas de douleur ressentie lors du don de plasma. L'aiguille que l'on utilise est identique à celle d'un don de sang, et une fois qu'elle est posée, le don se passe sans douleur spécifique et surtout qui peuvent être gênantes. Hein. Voilà, j'espère que je vous ai donné le plus gros des explications pour que vous puissiez venir ou revenir donner votre plasma. Sur la région, nous avons 11 maisons du don qui peuvent vous accueillir. Elles sont réparties sur les différents départements. Et à l'écran, vous avez soit le QR code qui va vous renvoyer directement sur le site internet pour prendre rendez-vous, hein, ou aller directement vous-même sur le site dondesang.fs.santé.fr. Vous pouvez aussi télécharger notre application Don de sang
et vous allez voir, ça va être marqué ou donner et tout vous est indiqué pour que la prise de rendez-vous soit facilitée. Et si le numérique n'est pas forcément votre fort, vous avez toujours la possibilité de nous téléphoner pour prendre rendez-vous. On compte bien évidemment sur vous. Christine nous a donné son témoignage et on doit relever ce défi. 5000 nouveaux donneurs, alors on vous attend. Merci Catherine pour tes explications. On sait maintenant du coup comment donner, quelles sont les conditions pour donner et où est-ce qu'on peut donner. Alors avant de laisser la parole à Aurélie, donc je vois que vous êtes nombreux à interagir sur le chat, n'hésitez pas, on répond à vos questions en direct, du moins on essaye. Je vois que certains participants essayent de lever la main pour poser une question. Je ne peux malheureusement pas vous autoriser la parole puisque les réglages du webinaire font que il n'est pas possible de vous autoriser à parler, mais n'hésitez pas à déposer votre question directement dans le chat, à la rédiger dans le chat. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélie, qui est donneuse de plasma. Elle va nous raconter son expérience en tant que donneuse de plasma. Voilà, Aurélie, je te laisse la parole. Merci Chanel. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans. J'ai fait mon premier don de plasma en septembre 2022 et j'en suis aujourd'hui à 16 dons. J'ai fait mon premier don de sang à la même année et je me suis vite intéressée au plasma parce que j'étais un petit peu frustrée de pouvoir donner que 4 fois par an. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée au plasma. Je donne mon sang à la maison du don de Tours et j'ai toujours été très bien accueillie et j'avoue que c'est ce qui m'a donné encore plus envie de venir forcément, donner dans des équipes, donner avec des équipes qui nous accueillent comme ça, c'est vraiment, toujours enrichissant et on a envie de donner encore plus. Donc voilà. Heu, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir donner plus souvent parce que tous les 15 jours, ça revient assez régulièrement. Donc c'est bien et on peut intégrer ça à notre planning plus facilement. Mon recueil personnellement du plasma dure, entre 35 et 40 minutes. J'avoue que l'hydratation joue énormément. Une très bonne hydratation avant, pendant et après le don, c'est vraiment très, très important. Ça permet, que le don se fasse plus rapidement, mais aussi de récupérer, très, très bien. J'avoue que j'ai jamais eu de soucis au niveau, de la récupération derrière. J'ai jamais été fatiguée, ça se passe très, très bien. Heu, j'ai pas de ressenti particulier, pendant le don, même au retour du sang, j'avoue que ça se passe, toujours très, très bien. Donc voilà. Moi, j'avoue que le don de plasma, c'est un temps que je prends pour moi. C'est un temps, de partage et de convivialité. Donc généralement, je ne fais pas grand-chose. Soit je discute avec, l'équipe, de l'EFS, sur place ou avec les autres donneurs. C'est vraiment un moment très convivial, donc on peut échanger entre donneurs. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est venir avec, quelqu'un, avec, une amie, une collègue, c'est vraiment un moment de partage et il faut pas hésiter à le faire. C'est encore plus motivant de venir à 2 et puis de pouvoir donner. J'avoue que c'est très confortable de pouvoir aussi donner le plasma dans le sens où, c'est une machine qui fait le prélèvement. Le brassard, c'est très confortable contrairement au don, du sang où c'est un élastique. J'avoue que moi j'aime bien ce système de brassard qui se gonfle et qui se dégonfle parce qu'on le sent pas. Donc c'est plutôt sympathique. Concernant ma collation après, il y en a pour tous les goûts. Il y a du salé, du sucré, ça peut être du pain avec, de la charcuterie, ça peut être, quelque chose de sucré, une crème dessert, une salade de fruits, des gâteaux. Des fois, il y a des viennoiseries aussi. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a même des plats préparés. Si vous venez, à l'heure du midi, il y a des plats préparés également. Donc n'hésitez pas. Chaque moment de la journée vous apportera, sa petite collation, que vous préférez. Donc j'ai été très touchée par le témoignage de Christine, du coup, avant, parce que ça donne encore plus de sens à ce que je fais et personnellement, ça me donne encore plus envie de donner.
Donc, il faut pas hésiter. Moi, ce que je fais, c'est que d'une fois à l'autre, lorsque je suis à mon rendez-vous de don de plasma, je prends rendez-vous via l'application. Moi, j'aime bien ce système d'application pour prendre les rendez-vous. C'est très pratique, ça me permet de voir les disponibilités et puis mon planning personnel et pouvoir adapter mes rendez-vous en fonction. Et je prends rendez-vous pour la fois d'après. Comme ça, c'est fait et je n'oublie pas de reprendre rendez-vous. Si au besoin, on peut annuler, si on est malade entre-temps ou si, quelque chose s'est passé et qu'on ne peut pas venir, on annule le rendez-vous, on le replace, mais au moins on est sûr d'avoir le rendez-vous pour la prochaine fois et je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir son rendez-vous, de déjà programmé. Voilà. Donc à part l'hydratation qui permet vraiment, de bien récupérer et puis de bien donner, que ce soit plus rapide. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à faire votre premier don et puis à devenir accompagné. Ça permettra, d'avoir encore plus de dons. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Du coup, j'espère que ça motive les participants qui nous écoutent à prendre rendez-vous, ou en tout cas à s'y intéresser, à en parler autour de soi aussi, parce que ça, même quand on donne pas, c'est aussi important de pouvoir promouvoir le don parmi ses proches. Aurélie, je te croiserai avec plaisir à la maison du don de Tours lors de ton prochain don de sang ou de plasma, du coup. Merci. Merci à toi. On va maintenant passer au temps d'échange. Donc, je pense. Oui, Chanel, il y a une chose qu'on peut rajouter quand même, je me permets, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'avoir donné en sang précédemment. On peut donner, si vous n'avez jamais donné, vous pouvez quand même commencer par prendre rendez-vous pour le don de plasma et vous serez reçu tout comme un premier don avec toute l'attention qu'on y porte. Et tu fais bien de le souligner. Je pense que c'était un détail, mais pas, assez important quand même à préciser. Merci Catherine. Du coup, on va passer maintenant au temps d'échange. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions posées dans le chat. Donc, je pense que nos modérateurs ont dû retenir peut-être quelques questions à expliciter un petit peu maintenant. Donc, je vais laisser la parole à Laure qui va nous partager quelques questions posées dans le chat et auxquelles nous allons répondre dès maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Alors, on a eu beaucoup de questions, effectivement. Alors, on a essayé de répondre en ligne. Alors, heureusement qu'on est 3, voire 4 modérateurs, parce que les questions s'enchaînent. On a une question là de Jenna qui nous demande, pour l'avoir fait à la pause de midi, c'est long 1h30. Il faudrait avoir la possibilité de diminuer la quantité du prélèvement en fonction des possibilités du donneur pour ne pas décourager. Peut-être est-ce déjà possible? Qui veut répondre à cette question? Pour Catherine, ça. Alors, effectivement, ça nous arrive de pouvoir adapter la durée du don quand il y a un impératif. On préfère quand même que les donneurs aient bien pris leur disposition pour que l'on puisse prélever la quantité de plasma que l'on peut à chaque don. Pour nous, c'est quand même préférable. Mais ça nous arrive de nous adapter, bien évidemment. Merci Catherine. On a une question également de Monsieur Guilleux ou Madame Guilleux. Bien. Comment être sûr que le don de sang ou de plasma ne porte pas préjudice à la santé du donneur sur le long terme? Là, je veux bien répondre. Alors, la question de la fréquence des dons en plasma est importante. On l'a vu quand nous évoquions le sujet des personnes qui vendent leur plasma avec des fréquences de dons très élevées. Et il y a débat entre les différents pays sur quelle est finalement la fréquence des dons qui permettent de préserver la santé des donneurs. Alors, un certain nombre d'études ont été menées. Il y a 2 choses que l'on sait. C'est que, mis à part des variations entre les individus, on n'est pas tous fait pareil, on ne supporte pas forcément les dons de la même façon, etc., etc. Néanmoins, de manière globale, on sait que donner moins souvent que toutes les 2 semaines, c'est-à-dire respecter au moins 2 semaines entre des dons, offre toutes les garanties de sécurité. Et il se trouve que c'est la réglementation française. On sait que donner plus souvent qu'une fois par semaine, donc comme peuvent le faire les Américains et les Allemands, les Autrichiens par exemple, quand ils vont au maximum des dons autorisés, qui est 60 par an pour l'Allemagne et 104 dons
aux USA, hein, au maximum, eh bien, on sait que plus fréquemment qu'une fois par semaine, ça peut être délétère pour la santé parce que on a un taux d'immunoglobuline qui baisse trop dans son propre sang. C'est entre les deux, entre une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines, qu'il y a aujourd'hui une incertitude. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation en France, qui fixe à au moins 2 semaines l'intervalle entre 2 dons de plasma, permet de garantir la sécurité pour le don de plasma et pour les donneurs. Merci Frédéric. Alors, on a une question aussi sur l'entretien pré-don. De mon côté, j'ai peur d'oublier quelque chose lors de l'entretien, de négliger un symptôme. Et du coup, est-ce qu'il y a des contrôles des dons qui sont réalisés? Sont-ils complets pour protéger le receveur? François, est-ce que tu veux bien répondre? Oui. Bonjour. Déjà, vous passez comme un entretien pré-don avant de donner votre sang, avec un questionnaire que vous remplissez. Il y a également l'entretien préalable au don. Tout ça, ça fait aussi partie de la sécurité. Ce n'est pas un point anecdotique. Et effectivement, derrière, il y a une qualification des dons, notamment vis-à-vis des agents transmissibles par le sang, les virus majeurs, le VIH, le sida, l'hépatite C, l'hépatite B, et également d'autres virus, ce qu'on appelle des virus nus qui résistent aux viroatténuations, comme le parvovirus B19. L'hépatite E, donc il y a comme une certaine, c'est une chaîne, c'est vraiment une chaîne d'action qui amène à la sécurité du don. Donc le questionnaire pré-don, l'entretien préalable au don est un élément indispensable, avec derrière des éléments, par exemple la filtration, le traitement par le LSB, la qualification des dons en biologie. Mais c'est vraiment l'ensemble des choses. Et il est toujours possible également, si vous avez oublié un symptôme ou s'il se produit quelque chose le soir même ou le lendemain du don, de communiquer cette information afin qu'on puisse voir s'il est pertinent ou pas, en fonction de l'information, de retirer le produit du circuit. Donc c'est aussi un élément de sécurité transfusionnelle majeure, ce qu'on appelle l'information post-don. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Très bien. On a des questions quand même sur le fait que finalement, comme il faut aller donner dans les maisons du don, est-ce que la distance peut être un frein pour le donneur? Alors, la distance peut être effectivement un frein. Maintenant, les maisons du don se trouvent souvent sur des agglomérations que vous fréquentez peut-être, ne serait-ce que pour vous rendre au cinéma, pour vous rendre faire des courses, du shopping et parfois ou voir des amis. Et parfois, eh bien, peut-être que d'allier ces journées détente peut être l'occasion de prendre rendez-vous à la maison du don pour pouvoir faire son don de plasma. Donc oui, effectivement, on a les maisons du don, il y en a dans tous les départements quand même, et elles couvrent une partie du territoire et sont dans des lieux qui sont fréquentés par de nombreuses personnes régulièrement. Donc peut-être pas tous les 15 jours, mais ça peut être l'occasion de s'y rendre à la maison du don. Alors, on a aussi des études qui sont menées sur le territoire et la provenance des donneurs pour chacune de nos maisons du don, et nous avons un nombre de donneurs assez significatif qui font 30 km, 40 km ou plus pour venir faire un don de plasma. Alors, ils cumulent, comme le dit Catherine, cela peut-être avec une journée de course ou avec une obligation ou un déplacement pour d'autres choses, ce qui est très bien. Mais en tout cas, effectivement, des donneurs de plasma n'hésitent pas à faire de nombreux kilomètres pour venir faire des dons. Au-delà de ça, puisque la question était posée aussi quant à savoir si on allait atteindre les objectifs ambitieux qui nous sont fixés, eh bien, nous sommes sur cette trajectoire et nous allons progressivement, pas à pas, augmenter nos capacités d'accueil en élargissant les horaires d'ouverture, en mettant plus de machines là où on peut en mettre, et puis en créant des nouvelles maisons du don pour nous rapprocher encore plus des donneurs et des territoires les plus éloignés des maisons du don actuelles. Je peux aujourd'hui déjà annoncer que nous travaillons activement sur l'ouverture d'une maison du don à Cholet, par exemple, et il y aura d'autres localités où nous le ferons dans les prochaines années.
Alors, merci Frédéric, parce que ça répond effectivement à plusieurs questions dans le chat sur effectivement ce frein de la distance. J'ai une autre question d'Eva, donc concernant la mobilité. Pour les personnes n'étant pas véhiculées, y a-t-il des moyens mis en œuvre pour aider ces derniers à rejoindre les maisons du don? Remboursement de frais kilométriques, mise à disposition de taxis, remboursement des frais de déplacement. Alors oui, dans la même, à peu près dans la même veine que la question précédente, donc il y a des possibilités de prise en charge partiellement, aujourd'hui c'est assez modeste, hein, de participation aux frais de déplacement, mais au-delà de ça, ce qui est peut-être aujourd'hui un point à développer et qui se met en place, c'est de se rapprocher du milieu des associations de donneurs bénévoles. Nous organisons des collectes mobiles un peu partout sur le territoire, en lien et avec le soutien des associations de donneurs de sang bénévoles. Et il est possible, en lien avec eux, de s'entendre avec d'autres donneurs le jour de la collecte de sang pour organiser un covoiturage en se fixant une date entre deux collectes, par exemple, hein, et ce qui est effectivement une très bonne chose que d'encourager à la fois le don du sang, à la collecte mobile de la localité et le don de plasma entre deux collectes, où on peut s'y rendre en groupe, en covoiturage, pour se rendre à la maison du don. Merci Frédéric. Alors, quelques petites questions plutôt médicales, peut-être pour François, que j'ai perdu. J'étais en train d'essayer de répondre dans le chat sur l'herpès. Ah bah, écoute, tu peux répondre oralement peut-être. D'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'herpès, les infections herpétiques sont quand même extrêmement fréquentes, hein. Il faut différencier ce qu'on appelle la primo-infection herpétique et les herpès récurrents, c'est-à-dire les boutons de fièvre, classiquement les herpès récurrents au niveau labial. Un herpès récurrent au niveau labial n'empêche pas de donner son sang, même s'il y a un bouton de fièvre, à condition quand même que ce bouton ne soit pas surinfecté ou vraiment très, très, très enflé. Donc oui, la question, un herpès n'empêche pas de donner son sang. En ce qui concerne l'herpès génital, de la même manière, une primo-infection herpétique génitale, on va attendre comme 4 mois après guérison et puis 4 mois après guérison. En cas de récurrence, ce qui est demandé, c'est de ne pas avoir de lésion en cours, de poussée en cours. En effet, il est un peu plus difficile d'évaluer une lésion d'herpès génital que d'herpès labial. Voilà, si c'est satisfaisant. Merci François. Alors, est-ce qu'on peut donner son sang si on a été transfusé auparavant? La transfusion reste un motif d'ajournement au don de sang en France. Ok, alors est-ce que j'ai répondu est-ce que j'ai posé toutes les questions? On avait des questions au début, tout au début de l'intervention. Alors voilà, vous disiez que le plasma provenait des dons de sang et des dons de plasma. N'y a-t-il pas du plasma de collecté lors des dons de plaquettes? Oui, c'est une très bonne remarque. Lors des dons de plaquettes aussi, nous collectons un peu de plasma. En fait, le procédé qui permet de recueillir les plaquettes par l'aphérèse, c'est le même que pour la plasmaphérèse, hein, sauf que on prélève ce qui vient en premier lors de la séparation du sang par la machine, c'est le plasma. Donc, on extrait le plasma et puis on extrait la couche de plaquettes. C'est très précis, donc il n'y en a pas beaucoup à chaque fois. Donc, il faut faire ce cycle plusieurs fois. Et donc, il y a d'abord du plasma qui est prélevé. Et donc, on conserve également ce plasma pour un usage soit transfusionnel, soit pour être adressé, là aussi, au LFB. Quantitativement, ça représente un volume relativement faible par rapport au total, néanmoins. Merci Frédéric. Quels sont... Oh là là, alors attendez, ça tombe. Et si une association de donneurs de sang bénévoles organise un covoiturage, est-ce que les frais pourront être pris en charge? Selon les mêmes modalités que pour le donneur individuel. Alors, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après, on a des questions, effectivement, qui sont plutôt des questions médicales. Alors, vous pouvez aller voir sur le site de l'EFS
donsang.efs.santé.fr ou sur l'appli Don de Sang, vous avez le questionnaire qui permet de répondre à une grande partie des questions. Et alors, on a une question de Jenna, voilà, c'est ça. Quels sont les dispositifs en place dans l'importation pour s'assurer de la non-utilisation de plasma de trafic? Alors, tout dépend ce qu'on appelle plasma de trafic. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de trafic à proprement parler. On sait que le plasma qui est importé, pour celui qui vient des États-Unis, effectivement, c'est principalement ça, on sait qu'il est prélevé dans des conditions que nous ne partageons pas. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va faire la fine bouche et se dire « Oh là là, je ne veux pas voir ce plasma, etc. » Nous avons eu ici un témoignage d'une personne dont l'existence dépend de la disponibilité du médicament. Et parler d'éthique, eh bien, ne doit pas être une vue exclusive orientée vers le donneur. L'éthique du don nous est absolument chère. Nous estimons qu'il y a beaucoup plus d'avantages à avoir un don volontaire et bénévole qu'un don rémunéré, comme ça se pratique dans d'autres pays. Mais l'éthique, c'est aussi l'éthique pour le patient. C'est-à-dire que les patients, dont l'existence dépend de ces traitements, ont aussi droit à avoir leurs médicaments. Et tant que nous n'aurons pas collectivement relevé nos manches, au propre comme au figuré, pour faire en sorte que nous puissions apporter au LFB de quoi fabriquer en France les médicaments dérivés du sang, eh bien, nous sommes bien obligés de les importer, même si les conditions de prélèvement sont telles que nous ne soyons pas satisfaits de cette situation. Alors, je vois Christine qui hoche la tête, donc je peux peut-être vous passer la parole, Christine, si vous voulez rajouter quelque chose sur ce point-là. Oui, je partage tout à fait le discours, hein. En fait, l'éthique, quand tout va bien, en fait, enfin moi je savais même pas qu'on pouvait donner son plasma, moi, quand tout allait bien, hein, pour être très honnête. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu, hein, que mes immunos viennent fabriqués à base de plasma américain. D'autant que pour l'instant, LFB ne fabrique pas d'immunoglobuline sous-cutanée. Donc, Va venir. 2030, m'a dit Oui. le président. Donc, parce qu'un jour, je l'ai croisé, je lui ai posé la question quand même, et il m'a dit 2030. Bon, ça va venir. En attendant, voilà, on est dépendant. C'est vrai quand même que ça me gêne un peu, hein, que ça soit un peu... cette dépendance me gêne profondément. Sauf que moi, pour vivre, qu'est-ce que je ne donnerais pas, hein, moi, c'est très clair, j'ai 2 petites filles, j'ai très envie de les voir grandir. Hein, donc, partant de là, est-ce qu'un pays qui n'est pas capable de fournir le traitement à son patient, où est-ce qu'elle est l'éthique là aussi? Alors moi je vais vous dire, il faut être pratico-pratique. On a besoin de plasma, on a besoin de vous, les donneurs. On se retrousse effectivement les manches, je vais vous dire, toutes les associations de donneurs, l'EFS. Donc, surtout, gardons le cap, montons en volume. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes ces fichues maladies auto-immunes, elles continuent à galoper, elles. Donc, essayons de galoper vite aussi. Voilà, récupérons un maximum de plasma. LFB a un bel outil de production. Donc, voilà, moi, je serai sereine quant à mon traitement et à mon devenir. Le jour où je serai certaine que mon neurologue ne m'appellera plus pour m'annoncer une modification de traitement. Voilà. Parce que je peux vous dire que pour les neurologues, ce n'est pas facile quand ils appellent les patients pour leur expliquer qu'on va espacer ou diminuer le nombre de grammes d'immunoglobuline, parce qu'eux, ils savent très très bien qu'on risque de se dégrader et on peut se dégrader. Moi, c'est en 1 mois et demi, mon état se dégrade fortement. Donc voilà. Donc l'éthique, oui, mais bon, allez, cap sur le challenge, puis on y arrivera. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. Et puis, je vais vous dire, quand je vais me balader à la maison du don de Pau, quand je vois ces donneurs, c'est fabuleux, hein. On est tous émus de se retrouver parce qu'en fait, voilà, ces dons de plasma, c'est essentiel pour nous, c'est magique. Et puis derrière, il y a tout un geste
humaniste. En fait, il y a une vraie relation humaine. Moi, je dis, la filière plasma, c'est une chaîne humaine. Voilà. Donc, pour vous dire, l'éthique, oui, mais allons-y. Allons-y. Merci beaucoup, Christine, pour votre témoignage. Je vais repasser la parole à notre animatrice, Chanel. Oui, je pense que Christine, merci beaucoup parce que vous avez bien résumé, vous avez donné le mot de la fin. Une véritable chaîne humaine, je pense qu'on peut tous retenir ça. Du coup, pour clôturer ce premier webinaire, donc déjà merci à toi Laure d'avoir recensé les questions, merci à tous les participants qui ont assisté, merci pour votre écoute, merci aux intervenants pour leurs explications, aux modérateurs pour leur efficacité et leur rapidité dans le chat. Donc le webinaire touche à sa fin, je l'ai dit en introduction, le replay sera disponible sur YouTube. Vous pourrez voir et revoir le webinaire, même le partager autour de vous, c'est important. Vous avez compris l'importance du don de plasma, vous avez compris l'importance de donner et de donner souvent, parce que les besoins des patients comme Christine sont conséquents. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a un petit QR code qui s'affiche, donc qui vous envoie sur notre site internet. On sera ravis, donc les équipes de l'EFS et les associations les associations de bénévoles seront ravis de vous accueillir. C'est les collectes aussi pour le don de sang. Voilà, donc merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci, très bonne soirée à toutes et à tous.